représente dans mon parcours, on parlait de parcours personnel, professionnel, etc., de carrière hier. En tout cas, ça représente beaucoup pour moi, et en particulier le début de mes activités de recherche, pas seulement, mais aussi le début de mes activités de recherche, puisque c'est ce dont je vais parler ici aujourd'hui. Et alors, je trouve que cette intervention dans ce cadre-là est aussi symbolique à un deuxième niveau, parce que disons, le courant, les théories, les recherches menées dans le cadre de ce qu'on appelle l'action située, finalement, en France, elles ont démarré, en tout cas dans le secteur sportif, en fait, en partie grâce à l'impulsion qu'a donné à ces recherches des groupes au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, avec notamment des personnes au sein du laboratoire de l'INSEP, à l'ENV, aussi dans d'autres CREPS et dans d'autres établissements. Et dans les années, disons, 94-95, c'est là qu'on a commencé à entendre dans les recherches en sport, notamment sur l'activité des entraîneurs, l'expertise des entraîneurs, les connaissances des entraîneurs, les premières fois des travaux se référaient à ces conceptions-là, avec des personnes que je citerai en cours de route, mais certaines sont parties, donc je vais quand même les citer, comme Fabienne Dary-Plonville, comme Jean Fournier, comme Philippe Florence, qui n'est pas là aujourd'hui, et d'autres encore, hein, je vais en oublier, donc je préfère m'arrêter là. Alors, pour commencer, je voudrais... Alors, mon intervention, elle sera structurée en 4 étapes, un peu inégales. La première sera assez rapide sur des généralités ou des éléments, des points de repère assez centraux, qui me semblent assez centraux de poser, pour comprendre de quoi on parle quand on s'inscrit dans une approche dite d'action située, et en quoi ça peut avoir un intérêt pour la compréhension des pratiques sportives, de la pratique compétitive, des relations entraîneur-athlète, etc. Et aussi en quoi ça peut avoir un intérêt pour l'intervention dans le domaine sportif. Alors je voudrais, là, ça sera la première étape, resituer très vite ce courant ou cette mouvance, disons, dans la conjoncture scientifique d'une époque, hein, qui était celle de la fin d'années 80, début des années 90, avec l'apparition, c'était pas le début de la contestation, disons, des hypothèses ou des postulats cognitivistes, mais c'est là que s'affirme quand même, et de manière un peu plus massive qu'auparavant, la contestation de ce que j'appelle certains dogmes, des théories cognitivistes les plus, disons, les plus admis à l'époque, notamment sur le rôle des plans dans l'explication de l'action, le rôle de la planification dans l'explication de l'action, la remise en cause du modèle cybernétique d'ajustement vers des buts, hein, aussi même l'hypothèse représentationniste, c'est-à-dire l'idée qu'on fonctionnerait, on agirait, on s'adapterait à notre environnement en fabriquant des représentations d'un monde prédonné et auquel qu'on traiterait, sur lesquels on opérerait des processus, des calculs. Même cette hypothèse pourtant bien affirmée, commence à être attaquée de différentes parts. Aussi la distinction entre les phénomènes cognitifs, les processus, et les phénomènes culturels qui donnent des contenus à ces processus. Donc pas mal d'auteurs, qui viennent d'ailleurs d'horizons très différents, commencent à contester ce modèle qui est archi-dominant, que représente, j'ai mis sa photo que représente à l'époque, en tout cas dans cette controverse, Herbert Simon, parce que par exemple il y a eu un numéro spécial de la revue Cognitive Science en 93, où c'est justement Vera et Simon qui s'opposent et répliquent à tous leurs détracteurs, entre guillemets détracteurs, hein, ça se passe à un niveau scientifique, mais comme Lucy Sussman et d'autres qui viennent contester. Et j'ai repris aussi le titre de l'article de Norman qui ouvre ce numéro spécial de Cognitive Science et qui pose la question de la cognition. Est-ce que ça se situe bien dans la tête, que ce sont des processus qui se situent dans la tête des gens, ou est-ce que ça se situe dans le monde, hein, bon. Et donc, vous voyez, ça pose de façon assez radicale un changement de position. Alors, c'est un courant aussi pluridisciplinaire, puisque la galerie de portraits que j'ai faite pour m'amuser n'est pas très utile là, mais en tout cas, c'est un courant pluridisciplinaire, puisqu'il y a aussi bien des anthropologues, des psychologues, comme
comment dire, des neurobiologistes, bon. Donc des gens qui viennent d'un peu tous les horizons et qui donnent d'ailleurs comment dire, à des veines de ce courant des noms un peu différents, mais qu'on associe généralement sous le terme un peu plus générique d'action, cognition située, mais action située, apprentissage situé, action ou cognition incarnée, etc., etc. Cognition distribuée. Bon, alors, moi, je ne vais évidemment pas vous parler de tout ça, surtout qu'on ne s'est pas référé forcément de façon égale à l'ensemble de ces auteurs, on ne s'est pas inscrit dans l'ensemble de ces courants. Par contre, comment dire, ces courants ont eu des répercussions, ou plutôt les programmes de recherche empirique qui en ont découlé ont eu des répercussions dans différents champs de pratique, dont le domaine sportif. Et je vais vous parler plutôt des programmes qui se sont développés et que je connais le mieux en France et dans l'univers francophone et qui touchent aux recherches qui ont été menées sur les activités sportives et sur les performances sportives. Alors, je voudrais tout de suite, d'ailleurs, déjouer un contresens qu'on voit des fois dans certains textes autour de voilà, ce positionnement dans le courant de l'action située. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le premier contresens, enfin à mon sens, que je voudrais déjouer, c'est celui qui poserait l'idée que bon, il s'agirait d'étudier l'action en situation réelle, in situ, par opposition à dans un autre milieu où l'activité serait étudiée de manière décontextualisée. Donc en fait, c'est une sorte d'avatar de l'opposition terrain-laboratoire qui serait à nouveau remise au goût du jour. Ce n'est pas du tout ça, hein, puisque dans cette option-là, on pose que finalement, toute activité est toujours située dans un contexte, soit un contexte de laboratoire, soit un contexte autre. Mais par exemple, si je prends les deux laséristes qui sont sur cette photo, ben, il n'y en a pas un qui est plus hors contexte que l'autre. Alors, sauf si on situe le contexte comme étant défini par la situation de régate ou comme le contexte de navigation sur l'eau, etc. Mais donc, ce n'est pas une position méthodologique qui consisterait à analyser l'activité in situ, mais c'est plutôt une position ontologique, un pari ontologique sur la nature de l'activité, sur la manière dont on peut l'étudier et la nature de toute activité humaine. Et l'idée centrale qu'il faut comprendre, je crois, c'est que finalement, l'activité de l'acteur, on postule qu'elle fait émerger continuellement, qu'elle construit, qu'elle fait émerger continuellement une situation qui est orientée par sa perspective propre, par ce qu'il est en train de faire, par ses intentions, ses préoccupations, mais aussi ses compétences, ses connaissances, son histoire, etc. Cette situation ouvrant un champ de possibles pour l'activité qui se développe, qu'il va développer par la suite. Donc en fait, l'activité là est vue comme l'effet d'un couplage, l'effet d'une interaction circulaire. Alors, pourquoi je parle sur cette diapositive de couplage asymétrique? Parce qu'il est quand même, ce couplage, orienté, en tout cas dans l'hypothèse sur laquelle on se situe, nous, orienté par la perspective de l'acteur. Bon, d'ailleurs, hier, dans une conférence de Claire Calmels à propos des neurones miroirs, des systèmes de neurones miroirs, elle expliquait qu'en fonction des compétences de l'acteur, en fonction de... ces systèmes réagissaient différemment. C'est d'une certaine manière une illustration de l'idée que la situation n'est pas la même en fonction des compétences, en fonction aussi de la perspective de l'acteur. Mais je voudrais aussi insister sur le fait que finalement, le centre de l'objet d'analyse central, c'est l'activité, et non pas l'acteur, ou ses traits, ou ses états, enfin, qui seraient attachés de manière relativement stable, ou plus ou moins stable, mais ce n'est pas lié à l'idée d'une structure psychologique de l'acteur qu'on identifierait, qu'on étudierait. Alors ce couplage, évidemment, posé comme ça, c'est une grande généralité, et il intègre des niveaux d'organisation extrêmement nombreux et très complexes. Et nous, on ne prétend pas, évidemment, l'étudier dans toute cette complexité. Par contre, on l'étudie au niveau
enfin, à un niveau d'organisation donné qui nous paraît à la fois suffisamment consistant pour une étude empirique et une description scientifique, si vous voulez, mais aussi suffisamment intéressant pour donner lieu à des descriptions qui puissent être aussi utiles, pas des entraîneurs, à des sportifs, etc. Et ce niveau de l'activité auquel on étudie l'activité sportive, c'est le niveau qu'on situe au niveau de ce qu'on appelle le cours d'expérience ou le niveau de la conscience pré-réflexive de l'acteur. Alors je vais dire quand même quelques mots, ce qui est très important, c'est-à-dire que ça ne prétend pas rendre compte de tous les niveaux de ce couplage. Par exemple, le niveau neurobiologique, ce dont nous a parlé Claire hier, Claire Kalmels, ça nous échappe complètement. Par contre, il y a un niveau auquel on peut accéder de façon empirique, relativement simplement, hein, c'est le niveau de l'expérience de l'acteur qui rend compte de ce couplage à un niveau phénoménologique, au niveau de la manière dont chacun vit la situation qu'il vit, la manière dont il perçoit les événements qui l'entourent, la manière dont il perçoit aussi ce qu'il est en train de faire lui-même, etc. Donc qu'est-ce que c'est que cette conscience pré-réflexive? Eh bien, c'est la part de l'activité, de votre activité, ici, maintenant, par exemple, devant vous. J'ai du mal à imaginer ce qui doit se passer dans votre conscience pré-réflexive, mais enfin, on part de l'idée qu'il y a quand même une conscience de la situation qui fait partie de votre vécu et qui donne lieu à une expérience au sens où elle serait montrable, racontable, commentable. Alors, si je vous interrogeais sur ce que vous ressentez, sur ce que vous percevez, eh bien, vous pourriez dire quelque chose à propos de ce qui vous passe par la tête, à propos de ce que vous ressentez, etc. Même si je ne vous interroge pas, en général, vous ne vous posez pas la question et vous ne faites que vivre la situation tout simplement. Et j'ai repris là un certain nombre de caractéristiques que donne à cette notion de conscience préréflexive Dorothée Legrand, qui a fait un texte très, très intéressant récent dans la revue, je crois, Consciousness and Cognition, qui parle d'un niveau, niveau de l'activité qui est redécouvert ou découvert d'une manière à ses yeux en tout cas intéressante. Et elle parle de forme minimale de conscience de soi, c'est-à-dire une propriété structurelle constante qui accompagne toute activité, une propriété structurelle constante de l'expérience consciente, qui correspond à la conscience de soi comme sujet, mais soi-même n'étant pas pris comme objet intentionnel, c'est-à-dire on ne se regarde pas, si vous voulez, on n'est pas obligé à tout moment de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je suis en train de penser, etc. Mais non, on vit, on pense, on agit, on s'adapte à des situations, on résout des problèmes, etc. Et cette conscience préréflexive, elle accompagne en permanence cette activité-là. En général, dans la plupart des situations, heureusement pour nous, on ne se questionne pas sur son contenu à tout moment. Par contre, l'idée, c'est que ce niveau de surface de l'activité, ce niveau de surface par opposition à un niveau plus introspectif, plus, disons, en profondeur, eh bien, c'est un niveau qui n'est ni trivial, c'est-à-dire au sens où on découvre des propriétés très intéressantes de l'activité quand on commence à l'explorer, en particulier chez des sportifs, et ça n'est ni spontanément accessible, parce qu'il faut quand même mettre en œuvre des conditions favorables à ce que, notamment les sportifs, expriment ce qui se passe dans leur expérience au moment où ils mènent leur activité. Mais dans cette diapositive, je voulais aussi opposer des notions proches, des fois, qu'on utilise, comme la conscience autobiographique. Il ne s'agit pas de faire raconter à la personne son histoire en se mettant en scène comme l'acteur, vous voyez, le héros de l'histoire, qui reconstitue rétrospectivement sa propre histoire. C'est pas ça, il ne s'agit pas de ça, d'une reconstruction. Il ne s'agit pas non plus d'une analyse réflexive, ni même d'une prise de conscience sur ce que l'on est vraiment, etc. Il s'agit vraiment d'accéder à ce vécu constant qui accompagne notre activité. Ce qui fait dire à Jacques Theroux, et là-dessus il reprend Sartre, c'est un accompagnement muet du vécu. C'est-à-dire il y a un accompagnement permanent, muet parce que non
justement, c'est ce qui justifie cette notion de non-réflexif ou pré-réflexif du vécu. Alors, bon, là, j'ai pris un petit exemple pour être plus concret, mais sur ce montrable, racontable, commentable, et ce sur quoi je reviendrai, ce niveau qu'on appelle significatif pour l'acteur, je vous rappelle qu'on le pose comme émergent du couplage, hein, acteur-situation. Dans le cadre d'un travail qu'on commence avec Carole Sève en aviron, sur l'activité, la coordination de l'activité à bord de bateaux d'aviron, voilà, ce que nous dit une rameuse après coup, je reviendrai sur les conditions méthodologiques, mais après coup, elle nous dit, là, dès le début, les 3 premiers coups de rame, elles sont dans un bateau qu'on appelle un 2 de pointe sans barreur. Voilà, donc elles ont une rame chacune, et donc c'est asymétrique, enfin, elles sont pas une rame de chaque côté. Donc elle nous dit, là dès le début, les 3 premiers coups de rame, je suis surprise qu'elles partent si haut, en cadence, je me sens en retard, sur le coup, je sens le bateau, que c'est elle qui m'emporte, là j'essaye de replacer plus vite, de garder son rythme. Bon, ce qu'elle nous dit là, elle nous le dit parce que, je rappellerai les conditions dans lesquelles on fait ça, mais on l'a fait revivre cette situation grâce à une vidéo qu'on a faite, etc. Mais ce qu'elle exprime là, c'est ni une analyse de sa technique, de ce qu'elle a fait, etc., ni une explication de son action. Elle se remet en situation et elle dit, là je sens que ça part vite. Bon, elle ne se l'est pas dit comme ça au moment où elle l'a fait. Par contre, ça a accompagné son activité et c'est accessible rétrospectivement dans des conditions favorables. Donc on porte en fait notre intérêt sur la dynamique, donc l'évolution dans le temps de cette activité, la dynamique subjective de l'activité, et pas tellement d'importance, enfin, ou moins d'intérêt en tout cas, à ce qu'on appellerait le discours sur l'activité, un discours plus distancié, analytique, sur l'activité que ferait l'acteur après coup. Alors, bon, je termine cette présentation, ce sera la plus théorique et abstraite, mais pour dire que on parle souvent de psychologie de surface, parce que c'est pas de grande surface, hein, de psychologie de surface, parce que alors c'est un peu, il y a un côté un petit peu péjoratif à parler par opposition à une psychologie des profondeurs, hein, qui irait plus au fond des choses. Bon, non, une psychologie de surface, c'est le terme qu'a utilisé Thoreau au début pour expliquer que justement on restait avec cette idée de c'est vraiment l'effet de surface de notre activité permanente, enfin, l'effet de surface constant de notre activité. Par contre, l'intérêt quand même au niveau sportif, c'est qu'elle est étroitement et nécessairement connectée aux intérêts pratiques immédiats des acteurs dans les situations. C'est-à-dire elles sont directement connectées aux intérêts de performance, d'optimisation de l'entraînement, d'efficacité, etc., et à leur engagement dans les situations. Donc c'est un niveau d'analyse qu'on pose comme intéressant pour l'étude de l'activité dans les situations sportives. Donc ça, c'est le versant description de l'activité, caractérisation de la compétence sportive, par exemple, mais aussi qu'on pose comme assez pertinent du point de vue disons, des objectifs d'aide à l'entraînement, parce qu'on se situe d'emblée de plein pied avec ce qui va être pertinent ou significatif pour les entraîneurs, parce que c'est le niveau d'intervention qu'ils ont eux-mêmes en entraînement. Alors, et j'ai ajouté, mais qui ouvre sur des possibles en termes d'aide relativement indéterminés, c'est parce que, contrairement à beaucoup de travaux qui sont très intéressants aussi, hein, eh bien, on ne peut pas partir, lorsqu'on part dans une étude de l'activité sportive sur ces orientations-là, avec disons, une idée trop précise de ce que l'on va trouver. Il y a l'idée d'enquête, et il y a l'idée de caractériser l'activité, de décrire l'activité. Donc ça ouvre sur des possibles aussi en termes d'aide qui sont relativement indéterminés. Alors maintenant, je vais essayer de transposer ça au domaine, disons, des pratiques sportives et des activités des entraîneurs ou d'athlètes. Alors bon, pour dire d'emblée que, en tout cas, dans les programmes de recherche qui ont été développés et qui se réfèrent à ce courant de l'action située,
comment dire, ça s'est inscrit en général dans des collaborations, dans le cadre de collaborations très étroites entre les acteurs sportifs et les chercheurs. C'était rarement, en tout cas au début, les chercheurs qui venaient dans les situations sportives pour y trouver des terrains d'études. La plupart du temps, il y avait soit une demande d'aide ou d'aide à la compréhension, hein, une demande, un questionnement qui provenait du terrain et qui initiait la recherche. C'est pas toujours comme ça, hein. Par exemple, là, avec l'aviron, c'est nous qui sommes allés trouver les entraîneurs d'aviron et les athlètes en aviron du Pôle France pour leur dire, ben voilà, nous on pense que ça serait intéressant de travailler là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Mais néanmoins, très vite, il faut que ça se connecte avec des préoccupations qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, et très vite ça s'articule avec des préoccupations pratiques, ce qui suppose, enfin, c'est nécessaire aussi pour monter les conditions méthodologiques de ces études, hein, puisqu'on va voir, ça suppose une observation de la pratique très, très au plus près, hein, des situations de compétition et d'entraînement dites naturelles. Donc, ça suppose aussi, d'un point de vue plus, je dirais, éthique, un certain nombre de prises de position assez claires qu'on a énoncées, enfin, les uns et les autres dans différentes études, comme le respect, par exemple, des objectifs pratiques et la primauté de ces objectifs pratiques. C'est-à-dire que quand on vient pour travailler sur la performance de sportifs, il n'est pas question qu'on gêne l'entraînement, il n'est pas question que ça nuise à la performance, et en tout cas, il y a un principe, c'est que ça s'arrête dès que ça devient une gêne pour les acteurs sportifs. Donc, et c'est sur ce principe-là qu'on a fonctionné. Ça impose aussi une grande familiarité avec la culture d'un sport. Alors, par exemple, dans certains sports, c'était assez facile. Je pense à Carole Sèvres pour le tennis de table. Elle venait de là, elle était ancienne joueuse, entraîneur, etc. Pour ce qui me concerne, pour la voile. Et là, on se retrouve à étudier une activité qu'on ne connaît pas ni l'un ni l'autre. Et là, on passe beaucoup de temps avec les athlètes, avec les entraîneurs, aller les observer, discuter avec eux, passer du temps avec eux pour, au minimum, bon, ça c'est assez, finalement assez classique en ergonomie en tout cas. Donc, différents exemples de collaboration, optimiser les collaborations entraîneur-athlète en compétition, c'est ce sur quoi j'ai commencé, les performances collectives en équipage, enrichir aussi les dimensions réflexives de l'entraînement, constituer des répertoires de cas typiques, de scénarios types, de prototypes, d'exemples, de bons exemples sur lesquels on peut travailler avec les athlètes et les entraîneurs pour optimiser l'entraînement, pour faire prendre conscience de phénomènes liés à la performance et travailler à l'entraînement, peut-être enrichir cette notion de deliberate practice dont a parlé Jean Côté ce matin, avec un travail, disons, plus qualitatif, centré sur l'analyse et la prise de conscience des effets de l'entraînement, formaliser l'expertise, etc. Ce que je vais présenter maintenant rapidement, c'est justement l'observatoire. Ce qu'on appelle l'observatoire, c'est ce qui nous permet d'enquêter sur l'activité. Bon, c'est assez simple, hein, en termes techniques, c'est assez simple. Ça consiste en général à... Bon, le but, c'est de recueillir des traces de l'activité les plus riches possibles pour documenter cette activité et surtout mettre en relation les expériences subjectives dont j'ai parlé tout à l'heure avec des éléments beaucoup plus objectifs, hein, liés au comportement, aux performances, etc. On utilise essentiellement des observations vidéo et des systèmes d'enregistrement vidéo et audio, hein, y compris par exemple pour l'aviron. Il nous semble essentiel par exemple d'avoir des micros sur les sportifs pour enregistrer, mais enfin, l'univers sonore d'un rameur, c'est très intéressant, c'est-à-dire ces effets de souffle, de mécanismes qui font du bruit, de tombées de pelles dans l'eau, etc., et qui offrent des ressources à la coordination elle-même. Donc si on n'a pas ça, par exemple, on peut difficilement comprendre comment les rameurs se coordonnent parce qu'on n'a pas tout un ensemble d'indices extrêmement ténus et qui nous manqueraient. Donc vidéo, audio, et puis toutes sortes d'autres enregistrements et mesures. Bon, là, vous avez un exemple disons, d'un système qu'on avait monté ici à l'École nationale de voile avec l'aide d'un ingénieur, mais qui consistait à enregistrer les comportements à bord des bateaux olympiques avec donc ça c'est assez ancien, mais avec un système embarqué de caméras et de micros qui permettait de enregistrer en continu et
dans des régates officielles, les conversations et les comportements des régatiers, tout cela étant transmis à distance dans un bateau suiveur qui permettait de suivre la régate en entendant ce qui se passait à bord et même en voyant en vidéo ce qui se passait à bord. On peut, sur l'aviron par exemple, on met en place des protocoles un peu comparables. On ne met pas de système embarqué qui serait trop lourd, mais par exemple, en plus de l'enregistrement vidéo, on travaille là actuellement à la capture de paramètres mécaniques, comme par exemple les forces et les variations angulaires sur les rames, enfin l'amplitude du mouvement des rames, et comment ça se coordonne entre les rameurs. Par exemple, vous avez deux courbes en bas qui montrent la façon dont c'est soit coordonné dans la courbe de gauche et soit désynchronisé dans la courbe de droite. En tout cas, pour mettre en relation des impressions subjectives que ressentent les rameurs sur l'eau avec ces éléments-là. Bon, et un autre point très important de ce dispositif, c'est l'autoconfrontation. Donc en fait, la manière dont on accède à ce pré-réflexif que j'évoquais tout à l'heure. Et donc cette méthodologie d'autoconfrontation, eh bien, il s'agit de quoi? D'une évocation stimulée de l'activité, assistée ou par les traces audiovisuelles ou d'autres traces qu'on peut voir, hein, si on a recueilli des notes, ou des trajectoires, etc. Il y a évidemment une méthode de questionnement particulière qui amène la personne à revenir simplement sur la description de cette activité. Non, alors là, c'est des fois difficile avec les sportifs qui sont plus habitués à faire des débriefings dans lesquels ils cherchent assez rapidement des solutions techniques plus adaptées, où ils cherchent rapidement à comprendre pourquoi là ça a marché et là ça n'a pas marché. Là, on suspend délibérément, mais fermement, si vous voulez, c'est le cadre de la collaboration avec les sportifs qui progressivement permet ça, si vous voulez, mais on suspend provisoirement les intérêts pratiques immédiats. C'est-à-dire on ne cherche pas à faire avancer le bateau plus vite. Maintenant, ce qu'on cherche à faire, c'est, bien sûr que ça c'est le but à terme, mais ce qu'on cherche à faire maintenant, c'est tu te remets dans ton bateau et tu décris ce qui se passe pour toi à ce moment-là. Là, il y a un tombé de bord, qu'est-ce qui se passe? Là. Bon. Voilà. Et ça nous donne des éléments relativement précis, ténus, encore une fois non triviaux, hein, qu'on découvre, et que d'ailleurs, à notre grande surprise, à nous, les entraîneurs découvrent également sur l'activité des sportifs. Alors, là, je fais juste une petite anticipation, parce que, si vous voulez, quand on fait ce travail, une petite anticipation sur l'intérêt déjà pour la pratique et pour l'intervention. Mais lorsqu'on fait ce travail, évidemment, ça fournit immédiatement toutes sortes de matériaux nouveaux dont peuvent s'emparer les entraîneurs et les athlètes de façon quasi immédiate. Et ça nous surprend à chaque fois, mais c'est vrai que quand on parle de difficultés à articuler des visées de recherche et des visées d'intervention, en fait, dans les travaux qu'on a faits, on n'a jamais eu ce sentiment-là, parce que les enregistrements qu'on faisait, ce n'étaient pas du tout les mêmes que ceux que pouvaient faire les entraîneurs lorsque eux travaillaient avec de la vidéo et faisaient des débriefings, etc. Donc ça apportait des éléments nouveaux, originaux, qui enrichissaient de façon assez rapide, finalement, le travail des entraîneurs et des athlètes. Donc ça donne des ressources qu'on a appelées de façon un peu rapide, des ressources réflexives pour optimiser ou améliorer ou enrichir en tout cas le travail des entraîneurs, qui peuvent rentrer dans un cycle d'aide à l'entraînement quasiment immédiat, sans attendre que les données soient traitées, ce qui est un travail lourd, long, etc., et qu'on aboutisse à des préconisations un peu mieux fondées. Ça enrichit tout de suite le travail des entraîneurs et des athlètes. Bon, on a des exemples constants sur cela. Alors maintenant, si je rentre sur l'analyse des données, donc le travail scientifique plus proprement dit, il s'agit évidemment de partir de ces cas singuliers pour tirer alors je ne dirais pas des lois, on n'a pas cette prétention-là, mais enfin des possibilités de généralisation à des classes de situations, et pour un niveau donné, au début pour une activité donnée, et puis ensuite on monte en généralité en fonction de ça. Mais alors, comment on le fait?
eh bien, là, en référence à un modèle de l'activité humaine qui peut être documenté empiriquement, c'est-à-dire qui nous permet de documenter, donc de remplir, grâce aux matériaux empiriques que l'on a, des catégories de l'expérience que l'on traduit, bon, qui sont issues du modèle lié au cadre théorique du cours d'action de Jacques Theroux, mais qu'on traduit en termes de phénomène de l'expérience, en termes d'intention ou d'engagement, ce qu'on appelle, nous, engagement dans la situation, c'est-à-dire les intentions, les préoccupations de l'acteur. Pourquoi on parle plus d'engagement que d'intention ou de but? C'est parce que parfois, c'est plus indifférencié ou plus multiple qu'un but. On ne vise pas un but, des fois. Certaines fois, on a comme intention de temporiser, de gagner du temps. Alors, c'est quoi le but? Et en même temps qu'on cherche à gagner du temps, on fait encore autre chose. Donc, vous voyez, c'est plutôt en termes de préoccupation plutôt qu'en termes de but ou de succession de buts. C'est aussi les attentes perceptives, c'est aussi les connaissances qui sont mobilisées au cours de l'activité, ce sont aussi les éléments que l'on va choisir comme éléments significatifs. Vous avez vu tout à l'heure la rameuse, quand elle dit là, elle part trop vite, je sens que le bateau me pousse, c'est le bateau qui me pousse. Bon, voilà, ce qui est perçu comme significatif pour elle, c'est la sensation qu'elle a d'une accélération avant qu'elle-même ait tiré sur sa rame, etc. Bon, donc en fait, tout ça je ne vais pas développer ici le modèle, mais pour expliquer qu'ensuite il y a un travail d'analyse qui est basé sur, disons, un modèle d'analyse de l'activité humaine, de l'activité prédéfinie. On part sans hypothèse prédéfinie sur les phénomènes qu'on va étudier. Par contre, on part avec une hypothèse très forte sur la structure de l'activité dans ces situations. Alors, je passe maintenant au balayage de certains résultats et puis aussi aux questions que ça ouvre dans les secteurs de prédilection qui sont les nôtres aujourd'hui, en tout cas une petite équipe là, qui travaillons sur cette orientation-là. Il y aura 3 volets. Donc le premier volet, c'est autour de ce qu'on appelle les structures significatives, archétypes de l'activité dans les situations sportives. Donc il s'agit là de repérer l'organisation temporelle de l'activité, et contextuelle aussi, de l'activité à partir de l'expérience des acteurs. Souvent, c'est une étape descriptive qui est absolument indispensable avant de s'engager dans quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire comment l'acteur lui-même, dans son activité, découpe sa propre activité. Quelles sont les catégories qui sont pertinentes pour analyser son expérience d'entraîneur, son expérience de sportif, etc. Donc, reconstruction de catégories qui sont de catégories d'analyse basées sur le vécu des sportifs. Donc, en fait, pour le poser de manière un peu plus simple aussi, on pourrait dire dans quelles histoires, au pluriel d'ailleurs, dans quelles histoires significatives pour lui est engagé le sportif quand il fait un 2000 mètres en aviron, quand il fait un enchaînement de figures en trampoline, etc. Alors, je vais reprendre, par exemple, le travail de Denis Hove, qui est à Montpellier, qui est maître de conférence à Montpellier, et qui a publié, bon là j'ai pris quelques exemples, mais il y a beaucoup d'exemples, il travaille au-delà du trampoline, sur d'autres activités acrobatiques également. Mais par exemple, sur le trampoline, il travaille dans ce cadre théorique là, du cours d'action également, eh bien, il a décrit une séquence archétype du point de vue des trampolinistes de réalisation de chacune des figures. Bon, il faut savoir quand même qu'une figure de trampoline, d'après ce qu'il dit, moi je ne connais pas, j'ai juste travaillé à partir de ces données, mais le temps de vol moyen chez les trampolinistes experts, alors ça se dégrade du 1er au 10e vol, mais le temps de vol moyen, c'est entre une seconde, 4 à 1 seconde, 7 au maximum. Donc ça veut dire que dans ce temps-là, dans cette durée-là, il y a un découpage de leur propre activité par les trampolinistes qui les amène à identifier de façon significative pour eux des phases. Ce découpage, je le redirai tout à l'heure, ne correspondant pas nécessairement au découpage, disons, technique qu'utilisaient les entraîneurs jusqu'ici. Il a décrit aussi des patterns de réorganisation de l'activité au cours des enchaînements, parce qu'une fois que l'enchaînement est parti,
voilà, il y a des aléas, on ne tombe pas exactement à l'endroit où on devait tomber sur le trampoline, l'amplitude du vol est un peu moins grande, etc. Bon, et il a décrit 3 patterns typiques. Alors quand on dit typique, ça veut dire qui ont une récurrence dans les données qu'on a recueillies, comment dire, un degré de répétition, si vous voulez, suffisant pour qu'on puisse l'identifier en tant que forme typique. Et il a identifié comme ça 3 patterns de réorganisation de l'activité au cours des enchaînements. Bon, la course après, ce qu'il a intitulé course après les événements, contrôle réactif et contrôle attentif. Le contrôle attentif étant le pattern qui est le plus directement associé à la performance optimale dans son analyse. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de ces histoires différentes dans lesquelles se trouve le trampoliniste, il n'a pas le même champ possible pour, comme le disent les gymnastes, bonifier au fur et à mesure ou empêcher la dégradation liée à la dégradation de l'amplitude des vols, empêcher la dégradation de leur performance. Bon, il note aussi une réorganisation à partir d'attentes dites datées, c'est-à-dire que les trampolinistes, on identifie bien les moments qui sont des moments clés qui leur permettent de vérifier qu'ils sont dans leur tempo, dans leur timing ou pas. Bon, je reprends un exemple aussi très classique fourni par les études de Carol Sève. Bon, je dis très classique parce que je pense que beaucoup de gens ici le connaissent, mais c'est sur la dynamique typique des préoccupations qu'elle a appelées exploratoires et exécutoires dans le cours des matchs de tennis de table. Alors, ce que montre ce graphique, c'est assez simple, c'est que l'identification des histoires, ou ce qu'on appelle séries ou séquences dans le jargon de cette analyse, de recherche de services efficaces, recherche de retour de services efficaces. Donc, en fait, elle montre que les pongistes sont engagés au début de leur match dans une activité d'enquête sur l'activité de leur opposant, pour trouver les points, pour le dire de manière plus rapide qu'elle, trouver les points forts et les points faibles, trouver les adaptations efficaces au jeu adverse. Et puis parallèlement, évidemment, il faut marquer des points, mais ils s'étaient livrés, lorsque le règlement était encore sur 21 points et des séries de 5 services, ils se livraient à une analyse relativement sophistiquée, méthodique, mais assez personnelle aussi. C'est-à-dire qu'il leur était en général pas enseigné ou dans les formations d'entraîneurs, etc., ou par leurs entraîneurs, mais qu'ils avaient développé dans leur pratique, à l'entraînement, du fait de leurs expériences multiples. Bon, et donc ils avaient une stratégie d'enquête, vous voyez, qui se combinait à une stratégie de gain de points, et puis, paf, on avait une bascule. Évidemment, hein, vous savez que dès qu'on a perdu 3-7, on a perdu le match, donc il ne fallait pas que la stratégie d'enquête qui pouvait pénaliser le gain du match aille plus loin. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que elle a montré qu'il y avait un lien entre ces patrons-là, ces relations, disons, de la dynamique des préoccupations des pongistes en cours des matchs, et le rapport de force. Par exemple, vous avez là l'exemple d'un match qui est gagné. On s'est rendu compte que de façon assez systématique, lorsque, pour ce joueur-là qui gagne le match, l'enquête s'arrête plus tôt que pour le joueur, son opposant, qui perd le match. Et on s'est rendu compte aussi que, elle s'est rendu compte surtout aussi que lorsque il y a eu un changement de règlement, ça a donné un élément descripteur des transformations que ça induisait dans l'activité des sportifs très intéressant. Par exemple, elle s'est aperçue que lorsqu'on s'est passé à 11 points, et c'est, je crois, en 4-7 gagnants, 11 points, 4-7 gagnants, et avec une série de 2 services, au lieu de série de 5 services, eh bien pratiquement, les séries d'enquête disparaissaient. Par contre, apparaissait beaucoup plus d'engagements visant à dissimuler
ou à masquer les coûts. Hein, donc tout ce qu'elle a appelé ensuite stratégie dissimulatoire ou engagement dissimulatoire. Donc c'est assez intéressant pour voir des adaptations sportives, et notamment quand il y a des changements de règlement ou des évolutions comme ça, de voir comment ça peut se répercuter sur l'activité des pongistes. Alors, là-dessus, je vais peut-être aller vite parce que je me rends compte que je suis un peu en retard sur mon plan de route. Mais si vous voulez, je voulais donner dans cet exemple-là l'exemple des études encore plus anciennes sur l'analyse des interactions entraîneur-athlète. Et on s'était aperçu aussi avec les travaux qu'avaient fait Fabienne Darip, Longueville, Jean Fournier, etc., avec les entraîneurs de tir à l'arc et les entraîneurs de judo, mais on a trouvé des résultats relativement comparables en voile. On voyait qu'il y avait des configurations d'interaction entraîneur-athlète très différenciées et que, en tout cas, la coopération ou l'intervention de l'entraîneur sur l'athlète n'était pas quelque chose qui allait de soi, qu'il y avait des moments qu'on a appelé de convergence immédiate, des moments de partage après intervention de l'entraîneur ou après enquête de l'athlète. Bref, il y a des scénarios de relations entraîneur-athlète que l'on a identifiés de façon qui présentent des différences importantes. Bon, et cet exemple-là, je voudrais le développer un peu plus, si j'ai le temps, c'est les formes d'interaction barreur-équipier pour la prise de décision tactique à bord des bateaux. Bon, ça c'est un travail assez ancien aussi, mais qui avait montré que les modalités réelles d'interaction à bord des bateaux ne coïncidaient pas, ou très peu, avec les modalités, disons, avec la répartition des rôles décisionnels à bord. Et ce qu'avait montré cette étude, c'est qu'il y avait dans l'activité collective à bord des formes qu'on pouvait qualifier de coopératives, au sens où elles conduisaient à une prise de décision efficace sur la base d'un échange d'informations, de délibérations plus ou moins concertées, mais qui laissait apparaître un partage vraiment d'engagement, d'interprétation de la situation important, et de formes qu'on avait qualifiées de non coopératives, où, au contraire, on voit des recouvrements d'activités sur les mêmes activités. Par exemple, si c'est à l'un des deux régatiers de prendre des informations sur telle partie du plan d'eau, on s'aperçoit que l'autre contrôle qu'il prend bien les informations, ou contrôle qu'il ne lui dit pas n'importe quoi quand il lui transmet les informations. Bref, on a toute une activité de surveillance, de contrôle, et qui pouvait même aller jusqu'à une activité de concurrence à l'intérieur même des bateaux, pour s'opposer finalement, essayer d'influencer la décision de son partenaire. Alors, je reviendrai sur cet exemple un petit peu après, mais comme premier élément de synthèse, c'est que ces études, elles nous ont permis de mettre en évidence des composantes de l'activité qui, d'une part, qui échappent à une analyse extrinsèque de la tâche ou, disons, une analyse technique classique, et à des composantes qui sont, malgré leur caractère superficiel, comme je disais tout à l'heure, relativement tacites et peu prises en compte, dans certains cas en tout cas, dans l'entraînement. Ça a permis aussi de cibler des axes d'analyse un peu plus précis, et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, ça va être en lien avec ce que je vais vous présenter maintenant. Le deuxième point, c'est ce qu'ont montré, je crois de façon assez forte ces études, c'est la pluralité des modalités d'engagement des sportifs dans les situations des athlètes dans les situations sportives. Et notamment, plus particulièrement, l'importance de dimensions d'exploration, d'influence et de masquage des intentions, des interprétations, des émotions dans les situations, qu'elles soient coopératives ou compétitives. Alors c'est intéressant d'ailleurs à mettre en lien avec ce que disait aussi Claire Calmels à propos des capacités d'empathie, mais naturelles, que laisse entrevoir le fonctionnement des systèmes de neurones miroirs. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une situation où justement les interactants cherchent à masquer leurs émotions, ou à masquer leurs intentions, ou à masquer tout, ou à laisser penser qu'on a une intention différente. Bon,
puisque c'est le jeu, en particulier dans les interactions compétitives. Alors, bon, Carol Sève a montré qu'il y avait trois composantes de l'activité qui se mêlaient étroitement dans l'activité des pongistes, ce qu'elle a appelé l'engagement exploratoire, exécutoire et dissimulatoire. C'est ce qui structurait, selon elle, c'est ce qui structure l'activité des pongistes d'un point de vue de la gestion du point de vue de la gestion de leur match, avec, c'est assez complexe comme phénomène, puisque chacune de ces préoccupations, et dans leur historique dans un match, s'accompagne de dilemmes pour le pongiste. C'est-à-dire que, par exemple, il faut qu'il identifie les actions efficaces pour marquer des points, mais cette identification des actions efficaces, cette enquête, elle suppose d'accepter d'en perdre. Par exemple, le pongiste, il va faire un coup pour tester les possibilités de retour de son adversaire sur ce coup, mais si l'autre est très fort sur les retours sur ce service-là, il sait d'emblée, enfin il sait pas encore, mais en tout cas il prend le risque de perdre un point. Deuxième dilemme, reproduire des actions efficaces tout en préservant leur efficacité. C'est-à-dire que si j'ai trouvé une action, si j'ai trouvé entre guillemets un point faible chez mon adversaire, et oui, mais si je l'utilise trop, il va s'adapter, le match va durer encore d'autres sets, et s'il s'adapte et qu'il trouve une parade... Donc en fait, il faut, en même temps que je trouve ces solutions efficaces, mais que je ne les use pas trop, ou que je m'en serve au meilleur moment, pour pouvoir remporter le match. Et enfin, il faut construire un modèle de l'adversaire, on reviendra sur cette notion-là, c'est-à-dire explorer les caractéristiques du jeu adverse, les intentions du jeu, les intentions adverses, etc., en empêchant l'adversaire de le faire. Donc il y a tout un jeu de masquage, de dissimulation mutuelle qui est très important. Si je reprends maintenant l'exemple de la collaboration à bord des bateaux en voile, je reprends l'exemple de tout à l'heure. En fait, dans une étude secondaire à partir des données que j'avais déjà recueillies auparavant, mais que j'ai présentée cette année d'ailleurs au congrès de la SFP à Nantes, en fait, on voit apparaître 6 modalités d'engagement, 6 modalités typiques d'engagement dans la coopération à bord, que vous voyez là, mais 2 d'entre elles constituent des explications très intéressantes qui expliquent comment un équipage, y compris un équipage expert et qui navigue depuis 15 ans ou 10 ans ensemble, qui se connaissent bien, etc., comment un équipage expert de niveau olympique, championnat du monde, eh bien, passe au cours d'une même régate d'une forme dite coopérative, où ça tout se passe bien, ils prennent des décisions concertées, etc., efficaces, à une forme non coopérative, voire même à des jeux de concurrence mutuels à bord. Et on s'est aperçu que deux préoccupations étaient très importantes dans l'activité des régatiers. C'est finalement l'évaluation permanente de l'activité de son partenaire et l'influence de l'activité de son partenaire quand celle-ci était jugée peu adéquate par rapport à des attentes que l'on a. Alors je vais prendre un exemple encore plus... Donc sur évaluer la fiabilité de l'activité de son partenaire et sur influencer l'activité de son partenaire. On va prendre un cas très concret sur une petite situation qui se déroule à bord d'un 470, c'est des régatiers de très haut niveau. Bon. Et le barreur dit « Allez, ça repart, ça a bien allongé dessous. Oui, j'ai vu. Allez, il y a de l'air qui arrive devant et à gauche. Allez, il faut se décaler, pointer un peu dans les bouffes. Ok, c'est bon, on réaligne ce dos dessus. On va un peu mieux. Ils sont retombés au-dessus. Hein, ouais, on n'a jamais eu autant d'à gauche depuis tout à l'heure. Ça a tendance à partir aux 60. Le russe a renvoyé dessus. Attention les vagues, 5-6 longueurs. Bon, vous voyez, si vous entendez ça, c'est à peu près la même chose que si vous écoutez une conversation entre un contrôleur aérien et un pilote. C'est un peu moins codé quand même, mais c'est à peu près incompréhensible si on n'a pas un peu de culture de la voile. Je ne vais pas faire là, ici, un cours de voile, mais en tout cas, ce que je voulais montrer, c'est qu'en autoconfrontation, le barreur, comme l'équipier, nous donne
exactement à ce moment-là la même description de la situation, la même description aussi des intentions de l'équipage. Les bateaux au-dessus, ils devaient être alignés. Moi, j'imaginais ça dans ma tête. Je crois que les bateaux s'alignent. L'équipier nous dit, donc il nous donne une description de la configuration tactique du moment qui est identique dans un cas et dans l'autre. Dans notre analyse, si vous voulez, quand on fait notre identification des catégories que j'ai décrites tout à l'heure, on a une identité parfaite, ou en tout cas une congruence parfaite, entre le point de vue du barreur et le point de vue de l'équipier dans la même situation. Si je prends ses engagements, si je prends ce qui est significatif pour lui, et si je prends les connaissances qu'il mobilise. Par contre, juste après, et vous avez le barreur là qui se retourne et qui regarde au vent, et d'un seul, donc en fait, qui contrôle la fiabilité de l'activité de son partenaire, et qui dit on a pas mal perdu, on est trop gêné. En autoconfrontation, il dit là j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait souci, il ne m'a pas dit ça, et donc là qu'est-ce que je fais? Je l'influence pour virer. C'est pas à moi de prendre la décision de virer de bord, mais là je lui donne, j'influence en donnant un avis négatif sur la situation pour le pousser à virer. Et donc ce jeu d'influence qui est tacite, qui n'est pas du tout, qui s'exprime pas d'ailleurs quand on regarde ce qui se passe, ce qu'ils se disent à bord, ça n'apparaît pas. On a pas mal perdu, on est peut-être trop gêné. Ok, le russe rechoppe du vent au-dessus. Au-dessus, ils avancent et en dessous, ils avancent. On est dans le clapot, vous voyez? Donc en fait, ils ne donnent que des indications, mais des indications qui sont négatives et qui visent à influencer son équipier parce qu'il juge que l'équipier fait pas enfin en tout cas n'a pas la même perception que lui et qu'il est en train de se tromper. Et là on voit que en fait ce qui crée la transition entre ces deux moments, c'est effectivement un engagement qui revient dans l'activité de l'équipier comme du barreur, c'est de contrôler la fiabilité des informations de l'équipier et de comprendre aussi son équipier. Comment il fonctionne? Pourquoi il fonctionne comme ça? Par exemple, le barreur nous dira, mais lui, il reste sur le plan qu'on a dit alors que la situation a changé. C'est-à-dire qu'il essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de son équipier, de modéliser son équipier, de se créer un modèle ponctuel, momentané. Ça ne remet pas en cause de façon durable la conception des compétences mutuelles. Mais à ce moment-là, il se dit, là, c'est pas fiable ce qu'il me dit parce que moi j'observe autre chose. Et on voit là que les engagements, comme les connaissances qui sont mobilisées, bon vous ne le voyez pas vous à distance, mais que les engagements comme les connaissances qui sont mobilisées sont là contradictoires ou conflictuels. Alors ça c'est une analyse, bon si ça intéresse certains, je peux vous donner la référence et vous-même le texte de la SFP, là, c'est un texte de 8 pages qui est assez complet, mais ça amène à se poser la question de, finalement, on observe des phénomènes relativement comparables dans les situations de coopération, comparables avec ceux de la compétition. Alors je vais développer ça juste après, pour terminer. Et si on se réfère par exemple aux définitions de la coopération cognitive que donne Jean-Michel Hoc, mais après des auteurs comme il s'inspire beaucoup d'un auteur qui s'appelle Castelfranchi, qui travaille en intelligence artificielle. Et alors il travaille sur des systèmes de coopération homme-homme ou homme-machine, mais voilà comment ils définissent la coopération. Il y a coopération quand il y a interférence entre les activités des protagonistes au niveau des buts, des ressources ou des procédures. Donc là, on dépasse déjà l'idée qu'il y aurait coopération que si on partageait un but commun, par exemple. C'est une définition un peu plus ouverte et un peu plus, moins contraignante enfin, de la coopération. Et deuxième idée, c'est qu'il y a un traitement des interférences de façon à faciliter l'activité des partenaires. Et là, on parle d'interférence positive dans ce cas-là et d'interférence négative dans l'autre, quand on est dans une situation d'opposition. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que chez des sportifs experts, et plusieurs observations qu'on continue à faire là récemment tendent quand même à accréditer cette idée, on a envie vraiment de la creuser, c'est que dans beaucoup de situations,
lorsqu'il y a un partenariat entre experts dans une même équipe, il peut y avoir une antinomie ponctuelle, je ne parle pas d'antinomie globale, etc., mais une antinomie ponctuelle, momentanée, contextualisée, entre la facilitation de l'activité du partenaire et la facilitation de la performance collective. C'est-à-dire, des fois, c'est contradictoire. Si je facilite l'activité de mon partenaire, je sais qu'on se plante. Et si, par contre, je m'oppose à l'activité de mon partenaire, alors peut-être qu'on va réussir quand même à avoir une performance meilleure. Et ça, c'est assez intéressant à pointer, parce qu'en général, ce n'est pas pris en compte, et notamment, par exemple, quand on voit, par exemple, c'est une chose qui me surprend toujours, quand je vois les joueurs de foot qui s'attendent à une passe, et puis la passe, hop, elle passe à 4 mètres d'eux, elle va directement en touche, la manière dont ils applaudissent, ou ils disent à leurs camarades que c'est très bien, vas-y, continue. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qui sont entraînés, hein, qui se donnent comme de positiver, d'encourager, oui, c'est bien, bon, etc. Bon, en tout cas, ce que je pense, je ne sais pas comment c'est interprété en réalité. Hein. Moi, si je fais une passe qui passe à 4 mètres de mon camarade et qui m'applaudit, je ne sais pas trop si c'est ironique ou si c'est ou si c'est parce qu'il veut quand même me remettre dans le jeu. Bon. Mais ce que je voulais dire là, c'est que on part de l'idée que faciliter l'activité du partenaire, c'est synonyme de performance collective, alors que ce qu'on observe dans les situations de performance chez les experts, ces équipages-là ont été champions du monde, ont été aux Jeux Olympiques, etc., eh bien, ce n'est pas ça. Et je ne pense pas qu'on puisse se limiter à dire « Ah ben c'est qu'ils coopèrent encore pas assez bien, ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble d'une façon rigoureuse, etc. » Alors, je terminerai ce troisième volet. J'ai encore un peu de temps, sinon il faut... Bon. Troisième volet sur les questions d'interdépendance, d'intelligibilité mutuelle et de coordination dans les situations coopératives. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail de l'analyse. Je vais prendre juste 2 exemples, mais qui vont un peu dans le même sens de ce que j'ai présenté ici. Bon, il y a un courant qui se développe, vous avez peut-être vu ça dans les revues de psychologie du sport en particulier, mais le courant qui se réclame de la bannière Team Cognition, cognition d'équipe, enfin, et beaucoup de chercheurs travaillent sur la question du partage des connaissances ou le partage d'une situation awareness, conscience de la situation, enfin si on traduit comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit là, entre les protagonistes d'une situation, partage aussi d'interprétation de la situation comme des clés de la coordination et de la performance collective. Alors là, je voudrais faire référence à deux travaux assez rapidement. Celui de Germain Poisat, qui est un étudiant, enfin qui est maintenant docteur et qui fait partie de notre laboratoire, un ancien étudiant de Rolsel, et qui s'est intéressé en tennis de table à l'étude comparative de situations de simple, donc d'opposition en simple, et de coopération en double. Et alors, ce à quoi il s'est intéressé plus particulièrement, c'est à partir de la méthodologie et du cadre théorique que j'ai exposé, c'est au partage d'informations entre les joueurs lorsqu'ils étaient en situation de compétition en simple et lorsqu'ils étaient en situation coopérative en double. Et il a représenté, si vous voulez, ce partage d'informations contextuelles sous une forme schématique que vous avez là, et il considère que... Alors il y a 3 modalités. Il décrit 3 modalités de partage d'informations contextuelles. Ce qu'il appelle le contexte partagé symétrique, c'est-à-dire quand chacun des protagonistes possède les mêmes informations sur chacun des deux. C'est-à-dire en gros, ils savent que l'autre est engagé dans la même combinaison et ils perçoivent la situation de la même façon que l'autre, et l'autre, c'est réciproque, l'autre sait que son camarade est engagé dans cette combinaison et partage aussi la situation. Bon, bref. Et partage asymétrique, c'est quand quand l'un des joueurs se dit, par exemple, ah, là je vois, il vient de jeter sa raquette, il est énervé,
que ça porte sur l'activité de l'un, et qu'effectivement, dans l'activité de celui-là, effectivement, il dit là, ça commence à m'énerver, etc. Donc en fait, quand les deux partagent des connaissances, mais qui portent sur l'activité d'un seul, ou sur l'état, par exemple, les émotions, etc., d'un seul, ou les interprétations, ou les intentions d'un seul. Et enfin, une situation où il n'y a pas de partage d'informations contextuelles, en tout cas très peu. Et ce dont on s'aperçoit, enfin, que montre cette étude, c'est que, en fait, alors on voit que ces trois configurations apparaissent dans les deux cas. Mais, alors heureusement, si on peut dire ça comme ça, lorsque on est dans un match de double, on a un pourcentage d'informations contextuelles partagées plus important que lorsqu'on est dans un match de simple, où on cherche à masquer certaines informations à son adversaire, on cherche à masquer notamment ses intentions, on cherche à masquer ses émotions aussi. Je suis énervé, mais je ne le montre pas, ou je montre que je suis énervé alors que je ne le suis pas, etc. Bon, ou donc il peut y avoir là comme ça des jeux d'influence de l'état de l'autre. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans les deux situations, on a une proportion assez forte de cas dans laquelle il n'y a pas de partage d'informations contextuelles. Donc ce n'est pas quelque chose qui serait donné du fait de, par exemple, l'expérience commune, le partage de schémas de jeu communs, etc. Et si on regarde les processus de régulation de ce partage d'informations, on s'aperçoit que, Germain Poisat met en évidence 5 processus: l'enquête, la surveillance, la mise en visibilité. Des fois, on montre des informations pour leurrer en fait son adversaire, ou au contraire pour les accentuer quand on est content d'avoir gagné un point. Yes, bon, et ça a un effet. On accentue certaines réactions. La focalisation ou le masquage, donc 5 processus de régulation, et on s'aperçoit que finalement, ces phénomènes notamment de masquage, de mise en visibilité, donc de dissimulation, apparaissent, que ce soit en simple ou en double. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes, par exemple, de masquage chez les partenaires de leur manque de confiance dans le degré de performance de l'autre, chez les partenaires. Mais justement, pour permettre à l'autre de se reprendre. Je sais que il n'est pas en forme, là il n'est pas en forme, là il vient de faire trois bêtises, eh bien je vais masquer, je vais éviter. Bon, vous voyez, donc il y a des phénomènes finalement comparables dans les deux cas. Ça je peux passer parce qu'en fait peut-être on pourra en discuter, mais sinon je vais être trop long. Pour terminer sur cette partie, si vous voulez, je pense toutes ces études, elles laissent penser que c'est vraiment très intéressant. C'est une voie même d'investigation assez comment dire, qui promet en tout cas de jolies descriptions, découvertes sur les processus de l'activité collective en sport. Si on étudie les processus d'ajustement intersubjectif, et vraiment en rentrant dans la manière dont s'organisent les relations au sein de collectifs variés. Vous avez vu, on passe de la voile. Là, je voulais donner un exemple en basket avec l'étude d'un thésard de notre laboratoire, mais aussi en aviron, c'est des activités où le degré d'interdépendance entre les tâches individuelles ou les caractéristiques décisionnelles, motrices, etc. de l'activité sont très différentes. Et pourtant, je pense que ça met en jeu de manière assez fondamentale des processus qui sont bien sûr différents concrètement, mais comparables fondamentalement. Aussi, ça amène à penser les interactions coopératives comme n'étant pas fondamentalement très différentes des interactions compétitives. Évidemment que quand on est en équipe, on cherche à faire gagner l'équipe, et que quand on est face à un adversaire, on cherche à gagner. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue cognitif, d'un point de vue psychologique, eh bien, ça met en jeu des processus du même ordre. Des processus de masquage, de dissimulation, des processus d'exploration, de modélisation de l'autre, etc., du même ordre. Et finalement, on s'aperçoit qu'il peut y avoir
c'est une idée qu'on a développée avec Germain Poisat dans le cadre du colloque EPIC aussi qui s'est déroulé à Nantes, psychologie ergonomique, une analogie entre la notion de rapport de force dans les situations de compétition et la notion que développe Germain de statut temporaire dans la paire en tennis de table. Statut temporaire dans la paire en tennis de table, c'est que finalement, les pongistes experts, ils s'aperçoivent très bien quand il y a des fluctuations de l'état de forme de leur coéquipier et qu'ils s'y ajustent. C'est-à-dire qu'ils ont beau être experts, ils savent qu'ils ne sont pas à l'abri d'un passage à vide, d'un énervement passager, etc., et qu'ils s'y adaptent. Et donc, finalement, ces phénomènes-là, vous voyez, c'est l'équivalent de la notion de rapport de force dans une situation compétitive. Il y a un statut plus dominant ou plus dominé, entre guillemets, il ne s'agit pas d'une compétition, à l'intérieur même d'une paire. Et donc, on peut voir les collectifs d'experts comme finalement manifestant une expertise distribuée, bien sûr entre les experts, mais aussi une expertise distribuée ayant des propriétés dynamiques, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours le même qui prend le relais, enfin il y a des systèmes de relais, de délestage de l'autre momentané. Voilà, alors je vais terminer là-dessus. Bon, peut-être que pour laisser un peu de temps de discussion, je vais aller plus rapidement sur ces dernières considérations qui sont plus relation entre la recherche, le travail d'analyse que j'ai présenté et donc l'intervention. Bon, il y a des lieux communs, enfin en tout cas pour moi, ça fait, je sais pas, depuis qu'on travaille avec les réseaux jeunesse et sport, depuis le début, depuis 94, 95, j'entends dire ça. C'est pas la même temporalité, la recherche et le temps de l'intervention. Les entraîneurs attendent des réponses immédiates. Il faut gagner les jeux, c'est dans 3 ans, c'est dans 2 ans, etc. Et la recherche, alors il faut passer par des analyses qui sont beaucoup plus longues. Il faut que ça soit publié avant que ce soit validé, qu'on puisse se permettre de dire des choses de manière un peu fiable, etc. Donc, bon, bref, ces deux échelles temporelles, évidemment, différentes, distinctes, peut-être en partie antinomiques, mais qu'on peut articuler à condition de pas dire n'importe quoi avant d'avoir tiré parti des résultats, enfin profit des résultats, des analyses et tirer des résultats. Par contre, on peut les articuler lorsqu'on est sur des approches telles que celles que je vous ai présentées, parce qu'on peut réinjecter très vite les matériaux bruts de la recherche, voire même des dispositifs d'observation dans le dispositif d'entraînement. Et là, du coup, le chercheur devient vraiment un collaborateur des sportifs. Je voulais souligner un deuxième point, c'est que l'analyse de l'activité, comme je viens de l'exposer, c'est finalement, donc finalement ce que je viens de dire, c'est on peut intégrer l'analyse de l'activité et donc faire de la recherche tout en étant intégré à un dispositif d'aide à la performance, ce que je pense vraiment. Mais en même temps, c'est un moment paradoxal. Paradoxal parce que il faut à la fois, ça peut être intégré au processus d'entraînement, mais au moment de l'analyse, il faut suspendre les intérêts pratiques de l'entraînement pour que ça marche. C'est-à-dire que pour que ça marche, il faut que, par exemple, dans les autoconfrontations, eh bien, ça ne se transforme pas en débriefing pour préparer la manche du lendemain. Et ça, c'est le principal dilemme, le principal problème qu'on a à résoudre, parce qu'évidemment, les sportifs, eux, ils veulent gagner le lendemain aussi, et qu'ils ont la possibilité de se revoir en vidéo, de rediscuter, etc. Et ça, c'est l'accepter. Bon, beaucoup de gens ici, je vois Gilles qui réagit, beaucoup de gens connaissent ça, mais faire accepter ce détour, cette suspension-là des intérêts pratiques provisoires, c'est assez... mais bon, peut-être aussi on peut en discuter, parce que c'est pas forcément quelque chose à établir de manière trop catégorique. Voilà, je peux donner, bon, j'avais pris 2 exemples sur les cas que j'ai donnés, mais j'ai donné quelques illustrations et je préférerais peut-être, s'il y avait des questions, qu'on passe au questionnement. Je voulais simplement décrire de manière succincte 2 interventions que j'avais eu l'occasion de faire auprès des entraîneurs olympiques de voile pour optimiser les collaborations entraîneurs-athlètes. Enfin de certains entraîneurs olympiques de voile, et aussi auprès
auprès des régatiers en double pour essayer justement aussi d'optimiser les relations entre barreurs-équipiers. Mais dans la salle, il y a d'autres personnes aussi qui travaillent sur ces questions, sur ces mêmes questions. Donc je pense que peut-être qu'il y aura des questions et j'aurai l'occasion d'y revenir. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention.